Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous intéressons dans ce chapitre à la modélisation mathématique des surfaces qui sont utilisées en général dans les modeleurs graphiques des logiciels de CAO ou de CFAO. La présentation se déroulera selon le plan suivant. Un logiciel de CAO se compose en général d'un modeleur géométrique et d'un outil de visualisation. Le modeleur géométrique se base sur la modélisation mathématique des éléments géométriques de type point, courbe et surface. La modélisation en 3D nécessite en particulier la maîtrise de la modélisation des surfaces qui définissent la frontière des objets. La puissance des ordinateurs a augmenté rapidement et a donné accès à de nombreux modèles de surfaces qui sont énumérés dans l'organigramme suivant. On y trouve les surfaces planes, les surfaces courbées et les surfaces gauches. Nous nous intéressons particulièrement dans ce cours aux surfaces Bézier, B-spline et NURBS. Quand on a une surface qui est définie par un ensemble de points discrets, la première opération consiste à relier les points 3 à 3 en opérant ce qu'on appelle la triangulation de Delaunay. On transforme ensuite les facettes triangulaires planes en surfaces élémentaires gauches tangentes entre elles. Ce type de modélisation est couramment utilisé dans le cas de la CAO médicale. En effet, si on a un ensemble d'images scanner, par exemple, de l'os de la hanche, on peut opérer l'opération d'extraction des points qui vont nous servir par la suite à construire le modèle triangulaire à partir du nuage de points 3D. Et par la suite, on peut établir un modèle graphique à partir de ce modèle triangulaire. Cette modélisation servira par la suite de base pour élaborer des prothèses, par exemple. Ce mode de présentation, en fait, pose de nombreux problèmes de continuité, en particulier dans l'usinage. La solution qui est couramment utilisée, c'est d'étendre les modèles qu'on a vus auparavant dans le contexte des courbes au cas des surfaces 3D. Les courbes vues précédemment se généralisent aux surfaces par simple extension. Ainsi, une courbe implicite se généralise en une surface implicite. Celle-ci est définie comme étant l'ensemble des zéros d'une fonction à 3 variables qu'on écrira f, x, y, z est égal à 0. Nous citons un premier exemple qui est celui d'une surface sphérique dont l'équation algébrique est donnée ici. Donc c'est une surface centré autour du point 0, 0 et de rayon racine de 3. Nous avons représenté sur le même graphique une autre surface implicite qui est celle d'un plan. Ce plan est tangent à la sphère précédente au point 1, moins 1, 1 et l'équation implicite du plan est celle-ci. Nous donnons un autre exemple qui est celui d'une surface torus avec les paramètres R est égal à 40 et A est égal à 5 qui apparaissent dans, à 15 qui apparaissent dans l'équation implicite du torus. Nous donnons également un troisième exemple qui est celui de la surface Genus 2 dont l'équation implicite algébrique est donnée ici. Nous retiendrons pour les surfaces implicites polynomiales que ce sont des surfaces algébriques qui dynamisent généralement des solides. Et ces surfaces-là ne sont pas nécessairement bornées. C'est le cas, par exemple, des cônes. Pour ce type de formulation, on peut obtenir d'une façon naturelle l'intérieur du volume considéré de son extérieur. Et pour cela, il suffit d'opérer un test sur la valeur de f de p, où p est un point courant, donc de coordonnées x, y, z,
Si f de p égale à 0, donc on est sur la peau du volume généré. Si f de p il est supérieur à 0 ou inférieur à 0, on est à l'intérieur ou à l'extérieur du volume. Donc, ceci constitue l'avantage de l'utilisation des formulations implicites des surfaces. À cela se rajoute le fait qu'il est possible d'opérer des opérations de composition, donc addition, soustraction, assemblage, d'une façon très aisée. Cependant, on a des problèmes relatifs à l'implémentation de ce type de formulation. On a des calculs relativement instables et lourds à mettre en œuvre avec un risque de degré élevé pour représenter des surfaces complexes. Une courbe explicite se généralise en une surface explicite. Son équation est de la forme z est égal à f de xy ou x est égal à f de yz où y est égal à f de xz. Donc, une des variables s'exprime en fonction des autres. En fait, l'équation explicite d'une surface n'est qu'un cas particulier de l'équation implicite ou même d'une équation paramétrique. Par exemple, on peut transformer l'écriture z est égal à f de xy en l'écriture z moins f xy est égal à 0, qui est une équation implicite. À titre d'exemple, nous citons ici le cas d'une surface quantique dont l'équation est donnée ici et qu'on a représentée en 3D sur cette figure-là. Un autre exemple qui est le cas d'une surface sectique, d'accord, dont l'équation est donnée ici. Donc, les surfaces explicites permettent donc une visualisation relativement simple et en particulier en exploitant la propriété des courbes de niveau. La troisième classe de surface à laquelle on s'intéresse est celle des surfaces paramétriques qui est considérée comme l'extension de la classe des courbes paramétriques qu'on a vu dans le chapitre précédent. Ces surfaces sont également désignées par les termes carreau et patch. Elles ne sont pas utilisées généralement seules pour modéliser la surface d'un objet donné, comme on le voit ici sur les figures de la diapo. Donc on a toujours plusieurs carreaux ou patchs qui sont juxtaposés pour représenter le volume qu'on désire représenter. Mathématiquement, une surface paramétrique est écrite en fonction de deux paramètres indépendants U et V qui définissent le plan paramétrique UV. Donc ici, c'est un plan paramétrique normalisé 0,1, 0,1. Donc, ça représente l'ensemble des points Px, des points de coordonnées Px, Py, Pz, qui dépendent des deux paramètres U et V. La modélisation paramétrique est le mode de représentation privilégié des surfaces dans les logiciels de CFAO actuels. En effet, les surfaces sont utilisées sous forme de patch ou de carreaux et on retrouve les extensions des courbes paramétriques qu'on a vues précédemment, notamment on retrouve les surfaces de type Bézier, B-spline ou NURBS. Ce sont généralement des surfaces de type produit tensoriel définies par une carte polynomiale sur un domaine planaire subdivisé sur une grille régulière. Les surfaces de Bézier, B-spline ou NURBS apportent en fait des solutions aux problèmes délicats de raccordement, de visualisation, de construction et d'interaction en adoptant le principe développé par Koons. La méthode de Steve Koons est venue en réponse à la question de raccordement de carreaux jointifs avec des continuités
de tangence. Elle repose sur la définition paramétrique d'un carreau de surface. Donc on a les lignes de bord, donc soit PU0, PU1, P0V et P1V avec UV donc appartenant à l'intervalle 0,1. En outre, on a l'introduction de deux fonctions de mélange ou d'interpolation qui s'expriment par les deux fonctions f1 et f2 suivantes. Donc ce sont des polynômes de degré 3. Sur la base de ces éléments, un point du carreau de Kunz s'exprime par l'expression suivante. Donc on voit très bien les fonctions de mélange f1 et f2 qui apparaissent dans l'expression générale du carreau de Kunz et dont la représentation elle est donnée ici. Donc tout point à l'intérieur, d'accord, du carreau, c'est une pondération en fait des quatre courbes qui délimitent le carreau moyennant les fonctions de mélange f1 et f2. On remarque que dans la formulation de Kunz, tout point de l'intérieur, donc de la surface, s'exprime à l'aide des fonctions du bord et des fonctions de mélange. Lorsqu'on veut assurer la continuité des directions des tangentes entre des carreaux, il suffit que le découpage permette d'obtenir des carreaux avec les mêmes lignes de bord et que les dérivées premières soient proportionnelles. Pour les besoins des raccordements par osculation, Kunz a introduit deux nouvelles fonctions de degré 5, d'accord, pour remplacer f1 et f2 de degré 3, mais l'expression de la contrainte de continuité est devenue beaucoup plus complexe. Elle s'écrit autrement et on a une difficulté supplémentaire pour la mise en œuvre des carreaux de Kunz de degré 5. De ce fait, ce modèle est de moins en moins utilisé, notamment dans le domaine où les contraintes de continuité C2 sont présentées. Au lieu de travailler avec les carreaux de Kunz, on peut travailler avec des carreaux sous forme de produits tensoriels. Une surface, ou plus précisément une nappe, est une variété de dimension 2 qui dépend de deux paramètres indépendants U et V. Les surfaces de type produit tensoriel sont définies sur une grille régulière, donc, où on peut définir les indices I et J. Elles sont obtenues à partir de courbes définies le long de cette grille régulière. Si on définit Pn, U, Nv, Uv comme étant l'espace des polynômes de la forme PUV, d'accord, qui dont l'expression est donnée comme suit, avec U et V les paramètres indépendants qui peuvent être normalisés, et A et J sont des coefficients constants. En conséquence, on dira que PNU-NV, qui dépend des deux paramètres UV, est le produit tensoriel des espaces de coupe PNU et PNV. Donc, le produit tensoriel est une notion mathématique liée à la théorie des tenseurs. Elle se traduit par les techniques de sommation multiple, de manipulation d'indices et de symétrie dans les formules sur les indices. Les surfaces sous forme de produits tensoriels regroupent les surfaces ou les patchs de type B-spline, Bézier ou NURBS qu'on va développer dans la suite de ce cours.
Soit une courbe C0 dont l'expression est donnée comme suit. On voit ici les points de contrôle PI, qui sont schématisés ici et qui constituent le polygone de contrôle de la courbe C0. Et également, on voit les fonctions de base phi I de U. Déformons la courbe C0 pour l'amener vers la courbe C1. Supposons que cette déformation soit continue. Alors, chaque point de la courbe C0U décrit une courbe pour arriver à la courbe C1. Cette courbe est SUV. La surface SUV, au fait, peut être vue comme étant l'assemblage de plusieurs courbes SUV qui, en fait, représentent la déformation de C0 vers C1. Mathématiquement, ce regroupement de courbes, on peut le représenter par la formulation suivante. Donc, une surface SUV peut être définie comme étant la somme par rapport à J de 0 jusqu'à NV de la quantité PGU fois psi GV. Donc, psi GV est une nouvelle fonction de base qui va en fait, pour chaque paramètre V, on va avoir un point d'une courbe qui suit la déformation de C0 vers C1. Et PJ de U représente un point de contrôle. Donc si on remplace PJ de U par son expression qui représente en fait une courbe qui a la même forme que celle de C0, donc elle est écrite en fonction de la fonction de base phi de U, donc on va avoir une surface sous forme de produit tensoriel, donc on a une double sommation sur les indices I et J avec une implication des fonctions de base phi de U et psi J de V sur le plan 0, 1, 0, 1 des paramètres indépendants U et V. Donc, sous cette forme, on a pu définir une surface sous forme de produit tensoriel qui peut être vue comme une courbe en U qui se déforme suivant V. Donc, comme ça a été le cas ici pour C0, qui s'est déformé le long de V en C1. Donc, on peut également voir la chose autrement. On va avoir des courbes en V, comme ici, qui se déforment pour avoir une autre courbe le long de U. Les fonctions de base phi et psi vont déterminer la nature de la surface qui va être générée et P et J constituent le réseau de contrôle de notre surface. Ainsi, on peut obtenir des surfaces ou des patchs de type Bézier ou B-spline ou NURBS. Le réseau des points de contrôle est un réseau régulier de points tel que le réseau forme un maillage de type quadrilatéral comme apparaît sur cette figure-là. D'accord? Le réseau correspond à un système double indice, donc on peut avoir les indices I et J, et les points, dans ce cas-là, peuvent se ranger dans une matrice carrée pleine, ce qui permet donc d'avoir une manipulation aisée des coordonnées x, y, z.
Dans le cas contraire, il y a risque d'avoir une dégénérescence du maillage et du modèle, ce qui représente des singularités qu'il faut savoir traiter. Les propriétés des surfaces générées dépendent des fonctions de base utilisées, mais d'une façon générale, les surfaces sous forme de produits tensoriels ont de nombreuses caractéristiques très intéressantes qui vont s'ajouter à celles des fonctions de base utilisées. Notamment, on a une invariance par transformation affine. Cela veut dire que l'allure de la surface générée, elle va rester la même quelle que soit la transformation appliquée au réseau des points de contrôle. On a une possibilité de reproduction de morceaux de plan, localement ou globalement. On a la propriété d'enveloppe convexe, cela veut dire que la surface générée est inscrite à l'intérieur du polyèdre de contrôle constitué par l'ensemble des points de contrôle utilisés pour la génération de la surface. On n'a pas de propriété de diminution des variations. Cela veut dire que le réseau de points de contrôle dans l'allure de la surface de contrôle, comme on le voit si bien ici sur cette figure-là, donc le réseau de points de contrôle nous indique la nature de la surface par la suite qui sera générée. Donc le réseau peut être convexe et la surface non elliptique. On a la possibilité d'avoir des zones de courbure gaussienne négative. En outre, on a la possibilité de manipuler facilement des courbes isoparamétriques en bloquant un paramètre à la fois. Donc on voit ici la courbe SU0V qui est obtenue en bloquant le paramètre U à la valeur U0. Et là, on a la courbe SUV0 qui est obtenue en bloquant le paramètre V à la valeur V0. Donc les deux courbes vont avoir une intersection au niveau du point SU0, V0. Cette caractéristique est particulièrement intéressante dans la programmation de l'ésunage des surfaces gauches qu'on va le voir dans les prochains chapitres. Enfin, on a la propriété d'influence globale locale des points de contrôle. Et cela dépend de la nature des fonctions de base qui vont être utilisées. Mais en général, en cas de déplacement, la surface est tirée vers le point en question. L'extension des courbes de Bézier au cas des surfaces est appelée carreau aux surfaces de Bézier. Elle se présente sous forme de produit tensoriel. Les surfaces de Bézier constituent une méthode de définition d'une surface grâce aux courbes de Bézier qui ont l'avantage de pouvoir définir une courbe par la donnée de point de contrôle. Bien qu'elles peuvent être de degrés quelconques, les surfaces bicubiques présentent suffisamment de degrés de liberté pour avoir une haute précision et un degré de continuité C2. Par analogie à la représentation des courbes, un carreau est déterminé par un réseau caractéristique dont les mailles quadrangulaires ne sont pas forcément planes et dont les paramètres sont traités par des fonctions qui ne sont pas obligatoirement du même degré. Étant donné une matrice de n plus 1 fois n plus 1 point de l'espace, PIJ, la surface de Bézier correspondante ou carreau de Bézier d'ordre n plus 1 est l'ensemble des points S générés par les valeurs U et V qui sont pris dans un intervalle U min U max fois V min V max qui est généralement normalisé à 0,1 et qui permettent donc de générer les points SUV de notre surface. Cette surface donc s'écrit sous forme de produit tensoriel en utilisant la double sommation par rapport aux indices I et J
on voit clairement l'apparition des fonctions de base de Bernstein, BIN et BJM, qui se calculent par rapport aux paramètres indépendants U et V. Donc, cette expression peut être reformulée en utilisant une notation matricielle qui est beaucoup plus claire. On voit les fonctions de base de Bernstein en fonction de U, qui se trouve à gauche ici. Là, c'est la matrice des points de contrôle. Et puis ici, le vecteur des fonctions de base de Bernstein en fonction de U. Sur la figure, on a représenté ici un carreau de Bézier d'ordre 3,3 qui construit sur une grille 4x4. Donc regardez ici, sur les bords, on a clairement 4 points de contrôle qui permettent donc de construire une courbe de Bézier d'ordre de degré 3. De la même façon, ici, on a 4 points de contrôle sur ce bord-là. D'accord? Donc, ces points de contrôle permettent de construire une autre courbe de Bézier de degré 3. Et grâce au produit tensoriel, on arrive à générer notre surface ou patch de Bézier sur une grille quadrangulaire, d'accord, où on voit clairement l'utilisation des doubles indices, ce qui facilite la manipulation de notre surface de Bézier. Les propriétés des surfaces de Bézier découlent directement de celles des courbes de Bézier. Chaque ligne, chaque colonne de points de contrôle définit une courbe. En général, ces courbes ne sont pas des courbes de la surface car il y a pondération dans les deux directions. Les points P et J définissent les points de contrôle et en conséquence le polyèdre de contrôle. On a une seule fonction de base non nulle à chaque extrémité. Les 4 extrémités d'un patch s'obtiennent au cas où on a J est égal à 0, J est égal à M, et cela correspond à V est égal à 0 et V est égal à 1. En plus, on a la situation où I est égal à 0 et I est égal à 1, ce qui correspond au côté où on a U est égal à 0 et U est égal à 1. Les courbes de frontière passent par les 4 points P00, P10, P0M et PNM. La maîtrise de ces courbes de frontière et des 4 points extrêmes est fondamentale pour assurer le raccordement qui se pose lors de la connexion de plusieurs patchs pour la construction de surfaces complexes. Sur cette figure-là, on a représenté par exemple une forme complexe du modèle Gambo en utilisant des patchs bicubiques. Donc la grille, chaque patch, donc regardez ici, donc il est désigné par une couleur bien déterminée et construit sur la base d'une grille 4x4, donc chaque courbe est une courbe cubique, donc c'est une courbe Bézier cubique. En fait, pour que deux surfaces soient tangentes le long de leur ligne limite, il faut qu'en tout point de celle-ci, les vecteurs représentant les dérivées partielles soient coplanaires. Donc il est indispensable de s'assurer, lors de la représentation tridimensionnelle, d'avoir cette continuité.
Une façon pratique pour définir la grille des points de contrôle est de stocker leurs coordonnées x, y, z sous forme de matrice px, py, pz de dimension 1 plus 1 fois 1 plus 1 pour les utiliser dans l'expression du produit tensoriel qui définit un point de la surface de Bézier. Ainsi, on va retrouver les expressions des coordonnées xuv, yuv, zuv, moyennant des matrices px, py et pz. Donc, la notation double indicielle, IJ, donc, permet de faire des calculs systématiques. Une autre façon de présenter ces calculs-là est d'isoler les termes en U et en V, moyennant les matrices des coefficients constantes M et N. Au fait, le produit de cette quantité, par exemple, représente les termes de fonction de Bernstein pour les différentes valeurs de n. De même, ce produit-là, n fois ce vecteur des puissances de v, représente en fait les fonctions de Bernstein évaluées pour les différentes valeurs de v. Si on prend par exemple le cas d'une surface de Bézier de degré 3, 3, donc m et n sont égaux et valent 3, donc on va avoir tout simplement pour l'expression de x cette relation très simple et qu'on peut calculer pour toute valeur de px. Donc le fait qu'on a isolé ces matrices constantes permet de réduire considérablement le calcul matriciel impliqué dans le calcul des points de surface de Bézier. De même qu'une courbe de Bézier se construit à partir de successions d'interpolations linéaires, une surface de Bézier se construit à partir d'une succession d'interpolations bilinéaires. En quoi consiste cette interpolation bilinéaire? Si l'on considère 4 points, P0, P10, P01 et P11 de R3, donc ce sont ces points-là qui apparaissent sur la figure. L'interpolation bilinéaire entre ces 4 points forme une surface dont l'équation s'obtient à partir du produit tensoriel qu'on a vu précédemment, où il suffit de remplacer n et m par la valeur unitaire. Le même résultat peut être retrouvé en utilisant la notation matricielle, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une double pondération en termes de U et V par rapport aux 4 sommets de notre patch. Cette stratégie de construction de cette surface peut être généralisée pour obtenir une surface de Bézier d'ordre nm en appliquant l'algorithme de Casteljou qu'on a vu précédemment pour les courbes, et cela est illustré par les deux figures ci-contre. Dans la première, on a m et n identiques, donc m est égal à n est égal à 3. Donc on a le même nombre d'itérations dans les deux directions U et V. Par contre, dans la deuxième figure, on a n qui est égal à 2 dans ce sens-là, et on a m est égal à 3 dans ce sens-là. Donc ce qui fait que l'algorithme de Casteljou va être appliqué 2 fois dans la direction U et 3 fois dans la direction V pour aboutir à la construction de notre surface de Bézier. Ainsi, donc, pour tous les carreaux de la surface,
on calcule l'interpolation bilinéaire correspondant au point UV. Ceci permet d'obtenir un ensemble de nouveaux points qui définissent à leur tour un ensemble de carreaux. On recommence alors itérativement le processus jusqu'à ce que obtenir un seul point qui représente le point SUV de notre patch de Bézier. On passe maintenant à un autre type de patch. Ce sont les surfaces B-spline. De même qu'une courbe B-spline est déterminée par un polygone caractéristique dont les sommets sont les points de définition, une surface ou patch ou carreau B-spline est déterminée par un réseau caractéristique et on utilisera deux ensembles de fonctions de base B-spline. Les conditions de raccordement sont tirées directement de celles qui concernent les courbes B-spline, qu'elles soient rationnelles ou non rationnelles. Étant donné les informations suivantes, une grille de points de contrôle PIJ pour I compris entre 0 et m et J compris entre 0 et n, un vecteur nodal U de H plus 1 valeur, qu'on appelle note également, dans la direction de U, et U donc comprend les valeurs U0, U1, UH, qui peuvent être uniformes ou non uniformes. Un vecteur nodal V de K plus 1 valeur dans la direction V, qui peuvent être également uniformes ou non uniformes. Le degré P dans la direction U, le degré Q dans la direction V, alors une surface ou carreau B-spline est définie par le produit tensoriel suivant. PUV est égal à la double sommation par rapport aux indices IJ de NIP de U, NJK de V, PIJ. Les fonctions NIP et NJK sont les fonctions de base B-spline de degré P et Q respectivement, qu'on peut calculer à l'aide de l'algorithme de Cox-de-Bourg qu'on a vu dans la partie courbe. Il faut retenir qu'il faut respecter la condition suivante. H est égal à M plus P plus 1 et K est égal à N plus K plus 1 dans les deux directions définies par les paramètres U et V. Une surface B-spline est déterminée donc par un réseau ou un polyèdre caractéristique et deux ensembles de fonctions de base de B-spline. La surface ainsi générée a de nombreuses propriétés mathématiques, comme on a vu auparavant, non-négativité, partition de l'unité, la propriété de convex hull, la modification locale, l'invariance affine. Mais ce qui est remarquable dans les surfaces B-spline, c'est que quand on modifie la position d'un point de contrôle, comme on le voit ici, si on modifie localement ce point de contrôle ici, on va avoir un étirement de la surface locale sans qu'il y ait de propagation de l'effet sur le reste de patch. Et cela constitue le point fort des patchs ou surfaces B-spline. Un cas particulier très intéressant, c'est quand M est égal à P et N est égal à Q et U, les vecteurs nodaux U et V valent. Donc la première moitié, elle est nulle et la deuxième moitié, elle est unitaire. Dans ce cas-là, la surface B-spline se dégénère en une surface de Bézier. Et cette propriété, elle est très intéressante pour les programmeurs. Donc, il suffit d'avoir un programme qui fait des B-splines. Et si vous voulez en faire un programme pour les Béziers, il suffit d'adopter ces paramètres-là pour avoir le même effet
pour obtenir les surfaces de Bézier. Selon les valeurs des vecteurs nodaux utilisés, la surface B-spline peut être attachée, donc clamped, fermée ou ouverte. Pour rendre la surface non rationnelle, il suffit de remplacer les fonctions de base B-spline par des fonctions de base B-spline rationnelles, comme on l'a fait pour les courbes. Ainsi, on adoptera la formulation suivante où on voit l'apparition des poids WIJ qui vont permettre de rendre la surface beaucoup plus flexible. Ainsi, comme on le voit sur l'exemple de la figure, on a utilisé la même grille des points de contrôle et on peut constater qu'il est possible, avec la surface B-spline rationnelle, d'obtenir une section circulaire, d'accord? Et ce qui n'est pas possible avec le modèle B-spline polynomial, où on voit que la section n'est pas tout à fait circulaire. Les surfaces NURBS sont contrôlées par un réseau de contrôle comprenant les points PJ et les poids associés. Donc, ce qui permet d'avoir des degrés de liberté supplémentaires et donc permet de modéliser des surfaces complexes et générer des volumes dont la peau extérieure peut être manipulée facilement, comme on le voit sur cette vidéo. Une surface NURBS, en réalité, peut être générée à partir de courbes ou de courbes NURBS à travers des opérations d'extrusion, de révolution, de lofting et patchée avec d'autres surfaces par des primitives de type NURBS telles que des sphères ou des cylindres. Après avoir pris connaissance dans les sections précédentes de la modélisation géométrique de base, nous allons plus loin pour discuter des surfaces générées par les systèmes de CAO. En CAO, on esquisse un profil ouvert ou fermé, on le fait évoluer pour générer une surface ou un solide. Les capacités de transformation de courbes en surfaces qui sont généralement disponibles dans les logiciels de CAO inclut les opérations d'extrusion, balayage, révolution ou lissage. L'extrusion d'une courbe de profil génère une surface cylindrique. Au fait, on fait évoluer un profil d'esquisse le long d'une direction définie par une droite. Le balayage d'un profil le long d'une courbe de trajectoire conduit à une surface de balayage. On peut considérer que l'extrusion est un cas particulier du balayage où le chemin de balayage devient une ligne droite. La rotation d'un profil autour d'un axe produit une surface de révolution. Par ailleurs, l'extension de deux courbes parallèles, qui sont les courbes d'esquisse, le long de deux profils d'esquisse, permet de générer une surface de lissage. Ces opérations et d'autres plus complexes sont disponibles dans les environnements de CAO à l'aide de fonctions avancées comme celles indiquées sur la figure pour les deux logiciels communément utilisés par la communauté des mécaniciens, notamment AutoCAD et SolidWorks. On va maintenant analyser l'opération de génération des surfaces cylindriques. Une surface cylindrique peut être générée en balayant une ligne droite le long d'une courbe P de U. Mathématiquement, une telle surface peut être écrite sous une forme paramétrique comme suit. S
UW est égal à PU plus WR. Avec U et W, ce sont deux paramètres indépendants appartenant à l'intervalle unitaire. P de U, comme on le voit ici sur la figure A, représente la courbe de guidage. Elle est définie entre le point P0 et P1. Le vecteur R qui est défini le long du segment de la droite P0, P2 définit la ligne droite qu'on va balayer le long de la courbe P de U. Donc la surface cylindrique SUW, elle va être générée grâce à cette opération de balayage. La même surface peut être générée, comme on le voit sur la figure B, en faisant l'opération d'extrusion de la courbe P de U le long de la direction R qui est définie ici. On passe maintenant aux surfaces réglées. Une surface réglée est générée à partir de deux courbes de génération, P de U et Q de U. Les surfaces réglées les plus simples sont les surfaces planes, coniques et cylindriques. La surface réglée est construite en joignant deux points de la même valeur U, par exemple U étoile, sur les deux courbes P de U et Q de U, respectivement, avec une ligne droite. Et balayer la ligne le long des deux courbes de trajectoire avec la même valeur de U. Mathématiquement, cela peut s'écrire avec cette formulation SU étoile W qui est égal à 1 moins W PU étoile plus W QU étoile. Donc on voit que c'est une combinaison convexe des valeurs PU étoile et QU étoile. Le cas particulier où on a une surface dont les limites sont formées de quatre lignes droites qui ne sont pas coplanaires n'est pas une surface plane, mais c'est une surface réglée. Dans ce cas, les deux courbes P de U et Q de U sont des lignes droites et qui ne sont pas nécessairement coplanaires. On passe maintenant aux surfaces lissées. Lorsque nous lissons une fonction de solide ou de surface à l'aide de plus de deux profils d'esquisse, nous générons une surface de lissage ou de fusion au lieu d'une surface réglée. Par exemple, une surface de lissage peut être construite en lissant trois courbes P de U, Q de U et RU le long de trois plans d'esquisse parallèles définis le long de la direction W comme le montre la figure A. Si nous supposons que la courbe Q de U est située au milieu, donc ça correspond à W est égal à 1,5, alors toute courbe le long de la direction W est formée pour une valeur U étoile fixe. Au niveau des trois courbes respectives, on a 3 points PU étoile, QU étoile et RU étoile qui vont servir à construire une spline quadratique. Si l'on utilise 4 courbes le long de W comme on le voit dans la figure B, d'accord? Et donc on a pour un U étoile fixe, on va avoir 4 valeurs de W, 0, 1 tiers, 2 tiers et 1. On va donc obtenir 4 points de contrôle qui vont nous permettre de construire une cubique le long de la direction W comme c'est indiqué sur la figure. Donc ces opérations
nous permettent de réaliser des surfaces lissées. Comme conclusion, on peut dire qu'il existe plusieurs techniques pour la modélisation des surfaces en 3D. La modélisation paramétrique est le mode de représentation privilégié des surfaces dans les logiciels de CFAO actuels. Les propriétés des surfaces de type produit tensoriel, généré, Bézier, B-spline ou NURBS dépendent des fonctions de base utilisées, mais elles ont des propriétés communes qui les rendent très intéressantes sur le plan pratique. Par analogie avec la représentation des courbes, un carreau est déterminé par un réseau caractéristique dont les mailles quadrangulaires ne sont pas forcément planes et dont les paramètres sont traités par des fonctions qui ne sont pas obligatoirement du même degré. Des courbes peuvent être transformées en des surfaces par des opérations simples comme l'extrusion, le balayage, la révolution ou le lissage. Les logiciels de CAO se distinguent dans la façon selon laquelle les outils de mise en œuvre des surfaces sont présentés et des possibilités d'interaction existantes entre eux. Sur ce, j'ai terminé ce chapitre-là et j'espère qu'il va vous servir dans vos futurs travaux de CFAO.